Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Depuis quelques jours, tous les regards sont tournés vers l'Organisation de coopération de Shanghai, ou sommet de l'OCS, qui s'est tenu du 31 août au 1er septembre. Ce sommet annuel a réuni des dirigeants de plus de 20 nations, représentant la moitié de la population mondiale, croyez-le ou non, pour discuter non seulement de la coopération régionale, mais aussi de l'avenir même de la gouvernance mondiale. Les médias occidentaux traditionnels n'arrivent toujours pas à se remettre du fait que le président russe Poutine et le premier ministre indien Modi ont été vus marchant main dans la main, alors que la veille, Modi et Xi Jinping annonçaient qu'il était temps pour le dragon et l'éléphant de danser, une belle façon de signifier le début d'un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre l'Inde et la Chine. Mais au-delà des sessions de l'OCS dont nous parlerons plus en détail dans un instant, l'événement comprenait également des cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon militariste et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit donc d'un rappel direct de la profondeur historique qui sous-tend les évolutions géopolitiques actuelles entre la Russie et la Chine. Le sommet de l'OCS visait à adopter une nouvelle stratégie de développement pour l'OCS jusqu'en 2035, à signer de multiples accords de coopération et, en plus de cela, à définir une approche collective face aux défis mondiaux contemporains. Dans les médias, on voit déjà des reportages indiquant que l'OCS a inauguré un nouvel ordre mondial. Et il est assez difficile de contester cela, car c'est vrai. Selon les experts, l'ampleur et la vision du sommet de l'OCS de cette année ont constitué une réussite sans précédent pour l'organisation. Il a réuni plus de 20 dirigeants mondiaux et des délégations de plus de 30 pays. Beaucoup reconnaissent désormais que le sommet de cette année envoie un signal fort. L'OCS n'est plus un bloc régional. Elle s'impose véritablement comme une force montante dans les affaires mondiales. L'attrait de l'OCS, selon les experts, réside dans la structure de l'organisation. Contrairement à de nombreuses alliances dirigées par l'Occident, l'OCS repose sur les principes de non-ingérence, de respect mutuel et d'égalité entre les États membres. Elle propose également un modèle alternatif de coopération internationale qui trouve un écho très fort auprès de nombreux pays du Sud global. De nombreux membres de l'OCS sont également membres de l'Alliance économique des BRICS, d'ailleurs. Depuis sa création en 2001, l'OCS est passée de seulement 6 à 10 membres à part entière. Aujourd'hui, elle compte également 2 États observateurs et 14 partenaires de dialogue. Ces membres s'étendent à travers l'Eurasie, de la Chine et la Russie, à l'Inde, au Pakistan et à l'Iran. Ce sont des pays aux idéologies très différentes, mais ils partagent des intérêts communs dans le monde multipolaire émergent. Il existe donc déjà de nombreux liens entre eux. Les membres de l'OCS ont annoncé conjointement qu'ils s'opposaient au protectionnisme et à l'unilatéralisme. C'est bien sûr une indication claire qu'ils sont contre les tensions tarifaires qui faisaient partie des politiques économiques du président Trump. Avant le sommet, le président russe Poutine a déclaré que l'OCS devait désormais franchir une étape majeure. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Il a affirmé que l'organisation avait besoin, je cite, d'une nouvelle dynamique puissante et d'une plus grande capacité à répondre aux défis pressants de notre époque. Cela inclut donc non seulement les menaces sécuritaires, mais aussi l'instabilité économique, les écarts technologiques et les préoccupations humanitaires. Ces ambitions se reflètent dans l'ordre du jour du sommet. Le résultat du sommet a été l'adoption de la déclaration de Tianjin et d'une stratégie de développement actualisée de l'OCS à l'horizon 2035. L'ambassadeur de Russie en Chine a également confirmé qu'environ 20 documents clés devaient être signés, couvrant la sécurité régionale, la collaboration économique ainsi que les liens culturels et humanitaires.
Vous voyez donc que cela est très très large dans son champ d'application et couvre une variété de domaines, pas seulement la coopération économique, pas seulement la coopération en matière de sécurité, mais véritablement un programme très complet. Mais le sommet ne se résume évidemment pas à des documents et des déclarations, c'est aussi un moment de théâtre diplomatique. Une rencontre qui a attiré l'attention mondiale a été celle entre Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi. Il s'agissait du premier voyage de Modi en Chine depuis 2018 et il intervenait dans un contexte de tensions croissantes entre l'Inde et les États-Unis, notamment avec l'augmentation des droits de douane sur les produits indiens. Lors de cette rencontre, Modi a souligné que la Chine et l'Inde ne devaient pas se considérer comme des rivaux. Xi a ensuite repris ce sentiment, déclarant que dans un monde rempli de conflits et de chaos, les deux pays asiatiques doivent être, je cite, « amis et partenaires », afin que le dragon et l'éléphant puissent danser ensemble, selon les mots de Xi Jinping. Parmi les points clés les plus importants à retenir du sommet de l'OCS cette année, je citerai les suivants. La Chine et l'Inde sont des partenaires de coopération et non des rivaux. C'est un sentiment exprimé par Xi Jinping lui-même, et bien sûr, le Premier ministre Modi a repris ce sentiment et soutenu l'initiative. Xi a également déclaré qu'il soutenait l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OCS. Je pense que c'est une déclaration controversée et je serais curieux de voir comment le président russe Vladimir Poutine y a réagi, même si je suis certain qu'il savait parfaitement que la Chine allait faire cette déclaration. Mais étant donné le récent voyage du président azerbaïdjanais à Washington et son accord avec le Premier ministre arménien Pachinian pour permettre aux États-Unis d'utiliser le corridor de Zangezur, puis de le renommer la route Trump, j'imagine que l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OCS serait une conversation des plus intéressantes à avoir entre les membres du bloc. La Chine est prête à se tenir aux côtés du Bélarus et à coopérer avec lui. Je pense que c'est une déclaration très importante et très stratégique. C'est un signal de soutien non seulement pour le Bélarus, mais aussi pour la Russie. L'objectif du sommet de l'OCS cette année était d'unir les grandes puissances asiatiques et d'offrir une alternative à la domination des institutions occidentales. Bloomberg, par exemple, a rapporté que Pékin construit activement un réseau de partenariats susceptible de rivaliser avec l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Et alors, il faut se demander, pourquoi Pékin ne ferait-il pas cela en Asie? Bien sûr que oui. C'est une grande puissance dans cette région du monde. Et il n'y a pas que la Chine et l'Inde d'ailleurs. Le sommet a réuni des dirigeants de Mongolie, d'Égypte, de Turquie, d'Indonésie et de nombreux autres pays. Leur présence a souligné un message très clair. Et ce message, c'est qu'une part importante et croissante du monde cherche de nouveaux centres de gravité, de nouveaux pôles de pouvoir. Et il les trouve dans l'OCS, au sein du bloc des BRICS, ainsi que dans le processus d'alignement entre les membres du Sud global. Ce qui est intéressant, c'est que les médias occidentaux n'ont pas manqué ce message. Des médias comme Reuters et Bloomberg ont fait état, avec une prudence certaine, de l'élargissement du champ d'action de l'OCS, qui passe de ses origines axées sur la coopération antiterroriste à un agenda plus large, incluant l'intégration économique, le dialogue militaire et l'alignement géopolitique. Certains analystes estiment que la Chine profite du sommet pour contrer l'influence occidentale et promouvoir un ordre mondial plus équitable. L'OCS s'impose comme un centre alternatif de gouvernance mondiale. Et il est désormais évident, surtout après le sommet de 2025, que la coopération stratégique croissante entre la Chine et l'Inde pourrait changer la donne. Si ces deux pays, malgré leurs tensions passées, parviennent à aligner leurs intérêts, cela pourrait accélérer de manière significative la formation d'un ordre mondial plus équilibré et moins dominé par l'Occident.
Comme les BRICS, l'OCS devient un pôle de puissance à part entière. Ces deux blocs, le bloc des BRICS et l'OCS, sont, je dirais, assez complémentaires. Ensemble, ils représentent un défi pour les anciennes hiérarchies et proposent une nouvelle vision d'un monde plus multipolaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Votre soutien est très important. Mettez un j'aime à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. On se retrouve ici sur ma chaîne demain. Prenez soin de vous.